de quoi parle-t-on? Alors, l'éclairage public, je pense que c'est assez évident pour tout le monde hein, de quoi on parle, mais ce qui est important de rappeler quand même, c'est que c'est un peu, ça a été beaucoup de choses dans l'histoire, c'est des équipements qui permettent les déplacements et les activités pendant certaines périodes de la nuit. Tous les mots sont importants, il faut qu'il fasse nuit, c'est peut-être pas toute la nuit, et c'est essentiellement pour se déplacer et faire quelque chose. Et puis ça a dérivé un petit peu ces temps derniers, mais on en reparlera. Et l'autre point important, c'est là où vous avez un rôle beaucoup plus important que dans d'autres domaines qui sont très réglementés. Celui-là, il l'est aussi, mais il relève quand même du pouvoir de police du maire. Donc, c'est bien à la discrétion des élus communaux de définir quel éclairage ils souhaitent installer dans leur commune, en sachant que cet éclairage n'a pas de caractère obligatoire. Toutes les rues n'ont pas à être éclairées, tous les espaces n'ont pas à être éclairés. Donc, ni systématique, évidemment. Et bien sûr, comme c'est coûteux et que ce n'est pas une obligation, il est à votre charge. Et donc, il faut toujours se poser la question de cette utilité finale de cet éclairage qui pèse sur vos finances. Un petit point de vocabulaire, mais ça va aller très vite parce que je pense que la plupart des élus qui sont là savent bien de quoi on parle. Donc, on a remis quelques photos pour être bien. On parle souvent en éclairage public d'éclairage. Donc, au départ, il y a un luminaire qui hébergerait une source lumineuse, une ampoule, sur des poteaux. Alors, ces poteaux, ils sont tantôt, c'est des poteaux en béton, tantôt des mâts métalliques. On parle aussi de candélabres. Candélabre, c'est plutôt un mât ouvragé en fer forgé. Bon, il y a la partie basse du mât, qui sont massifs dans le sol. Puis on a des crosses, qui sont souvent sur les mâts ou en façade. Et quand on est sur voilà, un luminaire un petit peu décoratif et un petit peu de style, on parle d'une lanterne. Et tout ça, c'est la même chose, c'est des luminaires d'éclairage public. De temps en temps, on parle plutôt de ça. Alors après, il y a aussi des projecteurs, etc. etc. Et donc ça, c'est les équipements divers dont je parlais. Et comme l'éclairage public actuellement, il est exclusivement alimenté en électricité, la lumière est produite à partir d'électricité, il n'y a plus de gaz pour l'éclairage, et on n'a pas encore de nouvelles technologies qui utiliseraient d'autres sources. On a évidemment des armoires et des réseaux souterrains ou aériens qui, la plupart du temps, alimentent ces luminaires qui sont disséminés sur toutes les voies et les sites sur lesquels il y a de l'éclairage. Comme je dis à l'instant, on a aussi quelques équipes légèrement différentes. Une équipe. Puis on va être foutu, puis on en a marre, moralement on en a marre. Des balises, des bornes au sol. L'autre jour, ils annonçaient beau temps. J'ai fait une 6 demi-heure. On a un petit souci. Sinon, je fais des activités tous les jours. Aujourd'hui, qu'ils annonçaient de la pluie, je voulais faire mes fils et les mettre dehors. Et ben... Voilà, l'interruption est terminée. Donc, quelques équipements annexes qui sont souvent hébergés par l'éclairage public et qui ne font pas toujours tout à fait de l'éclairage, oui. Des prises d'illumination, des éléments de signalisation, tricolores ou pas, des radars pédagogiques, etc. On profite de la présence de ce réseau électrique pour alimenter d'autres équipements. Ils sont souvent lumineux aussi. Voilà pour cette présentation un petit peu technique. Le CICECO fait de l'éclairage public depuis 1992. C'est assez ancien, une trentaine d'années. Alors au départ, c'était une compétence qui a été prise petit à petit par un certain nombre de collectivités. Aujourd'hui, 687 collectivités ont délégué une compétence éclairage public au CICECO. C'est 671 communes et 16 EPCI. Parce qu'il y a des éclairages publics communautaires et des éclairages publics communaux. Ça représente, on dit point lumineux, c'est un peu un abus de langage, c'est tout ce qui est alimenté par ce réseau, c'est 86 652 objets alimentés qui sont essentiellement, comme vous le voyez avec le petit fromage orange, classés par usage. Donc EP, c'est-à-dire éclairage public, c'est de l'éclairage de voirie. Donc ça représente 78 000 points lumineux. Et on a de l'éclairage sportif, donc uniquement l'éclairage sportif extérieur.
environ 3000 points lumineux, et tout le reste, voilà, illumination, prise d'illumination, enfin essentiellement de la mise en valeur de bâtiments. Hein, donc on a, dans notre catégorisation des équipements, on a bien distingué ces usages. C'est important, hein, parce que l'éclairage public, ça relève du pouvoir de police du maire. L'éclairage sportif, ce n'est pas le pouvoir de police du maire. Et l'éclairage de mise en valeur, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec le pouvoir de police du maire, on est sur autre chose. Ça vous donne déjà une première répartition entre ce qui relève, on va dire, d'une compétence un petit peu liée à la voirie et le reste qui est plus de la décoration. Et puis, alors, un petit camembert à gauche qui répartit entre les communes urbaines ou rurales, parce qu'on constate, en analysant un petit peu les données de l'éclairage, que l'éclairage des communes plus denses, on va dire de plus de 2000 habitants, n'a pas la même typologie, la même répartition patrimoniale que dans le rural, tout simplement du fait de la densité de population et des activités qui sont hébergées par les deux catégories communes. Alors, ce n'est pas une catégorisation brutale, hein, c'est clair. Hein, c'est tout à fait continu. On peut avoir des communes de 1500 habitants qui sont très denses, avec beaucoup d'activités, avec des sites touristiques très importants. Et de l'autre côté, des communes de 2500 habitants qui sont très peu différentes d'une commune de 500 habitants, par exemple. Mais on a noté quelques différences et montré quand même qu'il y a beaucoup d'éclairage dans les communes urbaines quand même, que l'habitat, la qualité de l'habitat et le type de commune a une importance sur le patrimoine. On rappelle ensuite un peu ce que fait le CICECO précisément. Donc, éclairage public compétence du CICECO, ça veut dire que le CICECO est maître d'ouvrage de tous les travaux qui concernent les installations d'éclairage public. C'est important parce que vous êtes dessaisi, vous, en tant que collectivité, de la possibilité de faire des travaux d'éclairage public. Alors, on n'y pense pas toujours, mais quand un lotissement, vous créez un lotissement, il ne faut pas mettre de l'éclairage public dedans. C'est-à-dire qu'un lotissement communal, c'est de la voirie, de la viabilisation, mais pas l'éclairage public. Il ne faut pas faire un lot éclairage public. Par mégarde, par oubli, on n'y pense pas. Et dans le travail que vous faites avec vos maîtres d'œuvre, les cabinets qui vous accompagnent pour vos projets d'urbanisme, eux, ils ont souvent des documents standards et ils mettent un lot éclairage public. Pensez-y, par exemple, que si vous avez transféré la compétence, eh bien vous ne faites pas ça. C'est la même chose quand vous intervenez sur certains sites sportifs ou certains bâtiments qui sont, sur lesquels vous voulez rajouter de l'éclairage. On fait évidemment la maintenance, on s'en occupe. Et puis, on aurait pu le mettre au début, mais on a le CICECO a une activité de conseil général, de gestion globale du parc d'éclairage. Donc, ce n'est pas que faire des travaux, ce n'est pas que gérer des entreprises de maintenance, c'est aussi gérer des données, tenir à jour toutes les obligations réglementaires qui s'imposent à l'éclairage public. C'est vous apporter, avec les personnels du CICECO, des conseils sur la stratégie, vous donner des informations sur les problèmes, les possibilités d'action sur votre patrimoine, parce que ça reste le patrimoine des collectivités, même après transfert. Et puis, de façon plus récente, depuis une dizaine d'années, tous les travaux qui sont faits, pour la plupart avec des contributions aussi de subventions du CICECO, génèrent, en tout cas pour la rénovation, des certificats d'économie d'énergie que l'on gère intégralement et qui permettent de refinancer d'autres travaux grâce à la vente des certificats obtenus. Et puis, alors, il y a deux choses qui sont un peu à la marge, mais qui sont très liées à l'éclairage public. C'est quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de l'électricité qui alimente tout cet éclairage, et cette électricité, il faut bien l'acheter. Et pour l'instant, c'est vous qui l'achetez. La compétence, elle est un petit peu coupée en deux. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Mais le CICECO fait tout ce qui est travaux, maintenance, comme je l'ai dit juste avant. Et par contre, vous restez titulaire des contrats d'électricité. Alors, bien sûr, vous pouvez évidemment adhérer au groupement d'achat du CICECO pour avoir des tarifs intéressants, et notamment des tarifs inférieurs aux tarifs réglementés de vente qui sont encore disponibles pour les collectivités. Et puis, le deuxième point qui dépend encore de vous, c'est le recours contre tiers.
Alors ça, c'est de la maintenance. Quand il y a un incident, du vandalisme ou un accident sur l'éclairage public, il faut réparer. Alors, vous choisissez de réparer ou non, hein, ça reste à votre main. Et quand on répare, bon, il y a deux cas. Soit vous avez un tiers identifié, et à ce moment-là, c'est lui qui va payer la réparation, ou son assurance. Et à ce moment-là, vous gérez le recours contre tiers, c'est-à-dire que la facture va vous être adressée, mais vous vous ferez rembourser par le tiers. Hein, nous, on n'a pas de relation avec le tiers. Et si vous n'avez pas de tiers identifié, à ce moment-là, c'est à vous d'assumer le coût de cette réparation, soit prise en charge par l'assurance que vous avez vous-même contractée pour votre patrimoine, qui n'est pas obligatoire, soit en l'assumant sur le budget communal. Voilà. Donc, en général, les communes ont des assurances qui couvrent ce type de risque. En principe, tout ce qui est accident automobile, on a un tiers qui est relativement facilement identifiable, c'est la plupart des cas. Évidemment, les autres cas, c'est le vandalisme, où là, on a rarement des tiers identifiés, ce serait trop simple. Voilà pour la partie contenu de la compétence. Et ça donne quoi en termes financiers? C'est pour ça que je vous disais que c'était un peu moitié-moitié. Eh bien, les travaux neufs et la maintenance, vous voyez les chiffres, hein, on parle de millions. Alors, ça représente quasiment toute la Côte d'Or, hein, puisque il y a très peu de communes qui n'adhèrent pas à cette compétence aussi SECO. Donc 5, c'est une moyenne sur les dernières années. Hein, ça a connu certaines fluctuations et ça peut changer dans le futur. 5,5 millions chaque année consacrés à des travaux neufs d'éclairage public, principalement depuis 7-8 ans de la rénovation. La maintenance et les sinistres, 1 million, 1,6 million, 1,7 million, ça dépend beaucoup des sinistres. Les sinistres, c'est assez variable, ça peut varier du simple au double, suivant l'accidentologie. A priori, 2020 devrait être une année un peu plus calme, parce qu'il y a moins de circulation. Donc, et des coûts qui sont à peu près stables aussi depuis 10 ans. Hein. Il y a la guerre qu'une évolution économique assez mesurée, et puis évidemment en fonction du patrimoine géré. Donc tout ça correspond évidemment au patrimoine de 86 000 points lumineux indiqués tout à l'heure. Et puis l'énergie, alors là c'est vous qui la payez collectivement, environ 4 millions. Alors c'est un peu difficile parce que il faudrait faire on va le faire, hein, on va s'attacher à le faire quand même. On a de plus en plus d'infos grâce au groupement d'achat, parce que vous êtes très nombreux à participer au groupement d'achat du CICECO, donc on a la quasi-totalité des informations, mais 4 millions, c'est arrondi, c'est plutôt inférieur à 4 millions, et c'est une des pistes d'économie possibles. Et donc, le point important sur la consommation d'énergie dans l'éclairage, c'est qu'elle a très fortement augmenté sur les 10 dernières années. Alors, d'une part, il y a eu des évolutions sur tous les 3 postes sur les taxes. Donc, il y a eu des taxes qui sont arrivées sur l'éclairage public qui n'existaient pas avant, qui expliquent une bonne partie de l'augmentation. Et puis après, il y a une évolution des coûts. Et en fait, l'électricité de la nuit était à une époque très peu chère, et c'est un peu moins vrai aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'industries, d'équipements qui fonctionnent aujourd'hui la nuit. Et donc, la quasi-gratuité de l'électricité de la nuit n'existe plus. Et en tout cas, a fait assez mal en éclairage public, puisqu'on n'a pas eu 6% dans tous les usages de l'électricité. C'est un des usages de l'électricité qui a connu la plus grosse augmentation. Alors évidemment, donc le total de tout ça, c'est à peu près un peu plus de 11 millions par an qui est payé par le CICECO et les communes pour l'éclairage public. C'est pour vous donner le coût de l'éclairage public un peu globalement chaque année. Pour chaque poste, évidemment, les contributions et la relation avec le CICECO, il y a des contributions variables, hein, des participations des adhérents et du CICECO. Donc, sauf en énergie où c'est que les communes qui payent, mais en maintenance et en travaux neufs, il y a des taux de subvention qui ont varié, qui continueront à varier suivant les priorités que les instances du CICECO valideront. Et la gestion globale dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est gratuite, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais facturée. C'est-à-dire que les techniciens qui vous conseillent, un certain nombre de personnel au CICECO qui vous apportent des prestations, notamment la réponse au DTD-ICT, la géolocalisation des réseaux, toutes ces fonctions
c'est de la gestion, et ça, c'est pas, c'est gratuit dans le sens où c'est pas refacturé, bien entendu, c'est payé par le CICECO, et le CICECO a des ressources qui dépendent des collectivités. Voilà pour la répartition des coûts. Un petit rappel, un petit retour en arrière, c'est que tout à l'heure, on a dit que c'était essentiellement de l'éclairage et qu'il y avait aussi quelques équipements divers. L'éclairage, c'est assez évident, hein, c'est tout ce que vous voyez évidemment qui sert à éclairer l'espace public. Donc la mise en valeur du patrimoine architectural et historique, juste là, à une époque, on mettait et naturel. On évite d'éclairer les arbres, l'eau. Aujourd'hui, c'est passé de mode et ça n'a jamais été forcément une bonne idée. En tout cas, le CICECO l'a très peu fait. Donc on reste sur du patrimoine artificiel. C'est des maisons qui ont un intérêt architectural ou historique. L'éclairage d'installations sportives. Donc là, on fait du foot, du tennis, du rugby, on fait tous les sports, il n'y a pas de discrimination. Donc, les terrains de pétanque, c'est à peu près, après il faut que ce soit des usages extérieurs. Hein. On n'éclaire pas les piscines découvertes, elles sont éclairées, sont fermées en général la nuit. Voilà. Je ne crois pas qu'on ait trop de. Je ne vois pas de sport qu'on aurait oublié. Donc il y avait un terrain de baseball à Fenay, mais bon, Fenay, c'est l'agglomération de Dijon. Vous voyez, après, il faut aussi que l'éclairage de nuit de l'espace sportif soit nécessaire. Et ça, c'est bien évidemment vous qui décidez. La signalisation tricolore, on l'a mis dans cette compétence parce que au départ, c'était très lié. Bon, ça l'est devenu un peu moins puisqu'on a un marché séparé, vous allez voir juste après. Donc ça, c'est l'entretien des carrefours à feu. Ça représente 23 carrefours à feu sur l'ensemble du territoire. Et ça s'est un peu développé ces dernières années, hein, périphérie de Dijon notamment, mais pas que. Et puis, aussi assez récent, mais divers équipements électriques comme les radars pédagogiques qui se sont généralisés, les bornes forains qui nous permettent d'accueillir des forains, plutôt des maraîchers pour les marchés, et puis des prises d'illumination dans certains cas. Donc ça, on essaye de le limiter parce que, on ne le limite pas vraiment, mais comment vous dire, on se borne à vous proposer des points de livraison d'électricité pour, si possible, mutualiser le réseau, pour éviter de recréer des choses, notamment pour les prises illu ou les radars pédagogiques. Pour les bornes forains, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut souvent avoir un abonnement, enfin un coffret de livraison d'électricité spécialisé. Alors, bon, là, les travaux, qu'est-ce qu'on fait en travaux? Essentiellement, on a accompagné le développement urbain en ajoutant des points lumineux là où vous les souhaitiez, donc essentiellement dans les opérations d'urbanisme, mais quelquefois aussi pour sécuriser des carrefours situés à l'extérieur des villages, ou par exemple des points de ramassage scolaires ou des arrêts de bus. Donc ça, c'est la création de nouveaux points d'éclairage. Tout ce qui est rénovation, ça parle de lui-même. Et puis, évidemment, les sinistres. Donc ça, c'est tout ce qui est travaux neufs qui sont à la main des collectivités ou du CICECO qui vous fait des propositions de travaux auxquels parfois vous ne pensez pas forcément. Alors, comment on réalise des travaux? Donc là, il y a une carte, mais j'ai oublié d'aller l'ouvrir. Tout à l'heure, je la ressortirai, ou si certains souhaitent la voir en détail. Mais donc, chaque commune du CICECO et chaque PCI est dans un des secteurs qui apparaissent à l'écran, et un technicien spécialisé est à votre disposition pour étudier toute question relative à l'éclairage public. Donc, le Châtillonnais et l'Auxois Nord, c'est Gilles Fromeheim avec son assistante. L'Auxois Sud, c'est Frédéric Spagnolo. La partie nord du département au-dessus de la métropole de Dijon, c'est Anne Guelin. Tout l'est, la Vingeanne, la Saône, c'est Thomas Hirlinger.
Et le sud, l'axe Dijon-Beaune, c'est Fabien Maître. Donc, en principe, pour la plupart d'entre vous, c'est des gens que vous avez déjà rencontrés ou avec lesquels vous avez interagi. Mais de toute façon, toutes ces coordonnées sont disponibles sur le site du CISECO, à votre disposition. Et évidemment que les techniciens répondent à toutes les demandes. Et donc, dès que vous avez des questions sur l'éclairage public, la personne la mieux placée pour toute question essentiellement technique, c'est le technicien. Après, si vous avez des questions plus larges sur le financement, vous pouvez votre président, les directeurs, moi-même. De toute façon, le technicien fera suivre. Un point un petit peu important aussi, c'est quand même l'entretien, parce que si le CISECO s'occupe bien de la maintenance, vous avez un rôle à jouer. Parce que le CISECO a organisé la maintenance pour répondre aux besoins des communes, essentiellement rurales, au travers d'une organisation un petit peu particulière. C'est-à-dire que pour mutualiser les coûts, on organise des tournées. Ces tournées, elles servent à payer en fait la mobilisation d'une équipe qui va se déplacer de commune en commune. Et cette équipe, elle va rester le temps nécessaire dans chaque commune pour faire les dépannages dont on a besoin. Alors, ces tournées, on en fait un nombre à la carte, par commune. Chaque commune décide du nombre de tournées. Comment on décide du nombre de tournées dans une commune? C'est à voir. Ça dépend de votre capacité à gérer des lampes en panne pendant une durée importante. Ça dépend de la typologie de votre éclairage, si vous avez des lampes qui tombent souvent en panne, des choses vétustes ou des choses plus récentes. Et ça peut dépendre d'autres facteurs, par exemple du fait que vous coupiez ou pas l'éclairage. Alors, on a mis 2 à 5, ça pourrait être 1 à 5, parce que il est quand même important de passer au moins sur chaque armoire d'éclairage public pour s'assurer que tout fonctionne bien. Au moins une fois par an. Mais ça reste un choix et on peut, dans certaines communes, on est allé jusqu'à 6, voire 7 tournées. Après, évidemment, une tournée, ça coûte un peu d'argent parce que il y a des choses à faire. Mais il faut bien comprendre, c'est un peu délicat, enfin, surtout pour les nouveaux élus, ceux qui ont en charge l'éclairage public dans leur commune depuis plusieurs années, ils connaissent ça. C'est souvent la commune elle-même qui a demandé à adapter le nombre de tournées. Et il y a eu des allers-retours, il y a des communes qui ont baissé, qui ont augmenté. Le standard, c'est 3. 3 tournées, 2 plutôt sur l'hiver et 1 l'été. Pourquoi? Parce que l'été, les pannes sont moins pénibles pour les gens qui souhaitent que tout fonctionne. Alors qu'en hiver, les pannes sont plus vues déjà, puisque l'éclairage commence plus tôt, et il y a plus de gens qui circulent. Évidemment, quand on a une panne à proximité d'un équipement qui est fréquenté, c'est intéressant quand même de la dépanner. Et on peut cale aussi sur... Alors, c'était à une époque où il fallait régler les horloges. Aujourd'hui, pas mal de réglages automatiques, puisque on vous a incité à changer vos horloges pour pouvoir plus facilement les programmer. Elles se calent automatiquement sur l'heure d'été et l'heure d'hiver. À une époque, il fallait faire ces manipulations à la main. Ça créait des décalages. C'était un peu archaïque. En principe, c'est réglé. Et en dehors de ces tournées, c'est là que c'est important, c'est que quand on baisse le nombre de tournées, on a moins souvent l'entreprise sous la main pour faire des dépannages. Et donc, si on a besoin d'un dépannage, il faut le demander expressément. C'est ce qu'on appelle la maintenance corrective, qui peut être organisée et qui répond à d'autres. C'est important parce que le point qui dépend de vous dans la maintenance, c'est que c'est vous qui signalez les pannes, alors directement à l'entreprise, par l'intermédiaire du SIG, on parlera tout à l'heure, et quand l'entreprise vient, c'est vous qui interagissez avec elle. C'est-à-dire que vous pouvez lui signaler des choses anormales, vous avez intérêt à vérifier ce qu'elle a fait ou pas dans votre commune, elle doit vous rendre compte. Donc, elle doit signer des bons de passage, et on insiste beaucoup auprès des entreprises, donc c'est la diapo d'après, on insiste beaucoup auprès des entreprises, et elles nous ont confirmé dernièrement qu'elles l'avaient fait, qu'elles aient une base de contact dans chaque commune à jour avec un interlocuteur à contacter
en cas de besoin sur l'éclairage public. Donc, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que vous devez, là, je vais les citer juste après, mais vous devez connaître votre entreprise parce que c'est celle que vous devez appeler si vous avez un besoin particulier. Mais elle aussi doit vous connaître parce qu'elle doit savoir à qui se référer en cas de problème. Et les problèmes, vous ne pouvez pas préjuger. C'est-à-dire qu'elle est en train de dépanner et elle rencontre quelque chose, une urgence qui peut-être n'est pas liée à l'éclairage public, je ne sais pas, un luminaire en façade qui pose des problèmes, un incendie. Bon, si c'est l'éclairage public, on sera prévenu, mais elle doit vous rendre compte, et elle doit savoir à qui s'adresser pour pouvoir valider ce qu'elle a fait. Donc c'est vraiment objectif. Donc sachez que les entreprises ont confirmé que suite aux élections de 2020, toutes leurs bases étaient à jour, donc elles n'ont plus d'excuses pour dire « oh, ben, je ne savais pas, je n'ai pas envoyé la bonne personne hein. ». Et puis vous, ben, on vous a, grâce à cette formation et avec tous les documents qui sont sur notre site internet, vous avez vos interlocuteurs. Donc rapidement, on a créé 8 lots qui correspondent à peu près au secteur dont on a parlé juste avant. Donc le lot 1, c'est à peu près la clé numéro 1, c'est Guinaud Coffret avec Cité-Lune. Le lot numéro 2, c'est ma petite flèche là qui bouge, c'est l'Auxois Sud, enfin le milieu de l'Auxois Morvan, c'est la clé 2 à peu près. Donc c'est SPI City Networks. L'Auxois Nord, en gros la clé numéro 8, c'est Demongeot. Le Châtillonnais, Pays Châtillonnais, c'est SNCTP Lirelec. Alors il y a un gros lot qui fait 2 clés, c'est les clés 5 et 6, c'est l'entreprise Serpollet, anciennement c'était Socataire, maintenant c'est Serpollet. La Vingeanne, c'est Citeos. Le Jean-Lys Auxonne, la Saône en fait, oui c'est la Saône, c'est Eiffage. Et le Beaunois, Louis Gevray, c'est les clés 3 et 2, c'est Citeos à nouveau. Voilà, donc à chaque fois sur cette carte, elle est disponible sur le site internet. On ne fera pas forcément celle-là parce qu'il y a des numéros d'astreinte et des numéros d'interlocuteurs. Alors, l'astreinte, c'est des numéros qu'il ne faut pas communiquer au-delà des élus, hein, puisque quand vous appelez l'astreinte, vous déclenchez une intervention payante qui relève de la maintenance sécuritaire. Et c'est une intervention urgente. Donc là, l'entreprise mobilise des moyens, et il y a des forfaits qu'on paye à l'entreprise qui vont rémunérer cette capacité d'intervention rapide. Donc c'est à réserver à des problèmes importants et en général plutôt liés à des accidents de la circulation ou des manifestations où brutalement il y a un problème sur l'éclairage alors que vous aviez besoin d'éclairage. Encore une fois, vous pouvez aussi appeler le CISECO. Le CISECO n'a pas de personnel d'astreinte. Vous pouvez appeler le président, il répond à presque tous les week-ends. Bon, à la nuit, au milieu de la nuit, je ne pense pas. Mais pour plus d'efficacité, sollicitez les entreprises directement. De toute façon, les entreprises nous préviennent après coup que vous les avez appelées. Et si jamais il y a des abus, je ne m'adresse pas à vous, mais si vous avez, il y a eu des problèmes de diffusion de ces numéros et qu'il y a des gens qui demandent des interventions d'astreinte alors qu'ils n'ont pas le pouvoir pour le faire, on verra justement avec les interlocuteurs officiels de la commune. Un dernier petit point qu'on a mis sur cette diapo, c'est que là maintenant, ça consiste essentiellement à faire du dépannage. C'est-à-dire qu'on change sur un luminaire qui ne fonctionne plus, on change ce qu'il faut. Soit la lampe, soit les LED, soit l'alimentation électronique ou standard du point lumineux. Et quand on intervient sur un point lumineux, en principe, il est nettoyé. Mais uniquement le point lumineux qui a subi une intervention. Si vous voulez, dans une rue, dans un centre, faire nettoyer l'ensemble des luminaires parce qu'ils se sont encrassés avec le temps, et on n'a pas changé les lampes depuis 3-4 ans, voire plus, il faut une demande spécifique. Dans le cadre d'une tournée de maintenance, ça se fait, ça a un coût,
C'est moins cher à faire comme ça dans le cadre d'une tournée de maintenance que de demander une intervention spécifique pour venir nettoyer vos luminaires hors des tournées de maintenance. Je continue, on a bientôt fini en principe, je dois être dans les temps là. La gestion, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est tout ce qui est un peu gratuit, qui est fait plutôt par les techniciens du CISECO à la demande et qui permet d'optimiser votre éclairage. Donc, conseils, simulations, etc. Tous les réglages du fonctionnement, vous aider à bien les définir et les mettre en place. La gestion des données à travers un outil cartographique qui est relativement puissant aujourd'hui, hein, et qui est très étoffé. On fera probablement une formation sur un 21 minutes sur ce sujet. La réponse au DTD-ICT, donc c'est la réforme anti-endommagement, parce que le réseau d'éclairage public étant électrique, il est réputé sensible et donc on a des obligations assez fortes et des contrôles, l'optimisation tarifaire, mais là c'est plus en lien avec la compétence COT.